Vous écoutez Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. En raison des circonstances exceptionnelles, nous vous proposons d'écouter le colloque Jean-Marie Fecteau des cycles supérieurs en histoire, enregistré à l'UQAM les 11 et 12 mars 2020. Bonne émission! Donc la table ronde va en fait se constituer de 3 segments. Le premier segment sera une courte présentation de chacun des panélistes. Le deuxième segment sera situé le genre. Il sera suivi d'une courte période de questions. Vous pourrez vous avancer au micro pour poser des questions à nos invités. Et le troisième segment sera le genre dans l'enseignement et la recherche. Et vous pourrez encore une fois, après le troisième segment, aller au micro pour poser des questions. Donc je veux remercier tout d'abord les participants, donc nos invités, Magda Farny de l'UQAM, Denise Bergerron de l'UDM, Christine Hudon et Patrick Schneider, tous les deux de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Je veux aussi remercier notre animatrice de ce soir, Mme Kenny Robert, qui va animer donc, la session. Donc sans plus entendre, je te laisse parler. On va faire un jeu de ping-pong avec le micro pendant la table ronde. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir accepté. Je suis très contente d'animer cette table ronde autour du concept de genre, dont on parle beaucoup, mais on prend rarement le temps de s'y attarder. Donc, en fait, on commencerait ce premier bloc avec une présentation de chacun et chacune des panélistes. Donc, je vous demanderais de nous présenter un peu quelles sont les thématiques générales de vos recherches, puis comment est-ce que vous mobilisez ou avez mobilisé le concept de genre dans vos travaux. Peut-être qu'on peut y aller dans ce temps-ci. Ah oui, je commence, d'accord. On commencerait avec Christine Hudon de l'Université Sherbrooke. Oui, bien, je vais peut-être faire un petit pas en arrière. On nous a demandé de nous présenter rapidement. Donc, avant de parler peut-être du concept de genre et la manière dont je l'ai utilisé dans mes recherches, je vais d'abord vous dire un petit peu qui je suis. Donc, je suis professeure d'histoire à l'Université de Sherbrooke depuis 1997. Je suis aussi vice-rectrice aux études depuis 2017, donc un peu moins investie maintenant dans l'enseignement et dans la recherche, mais on pourra y revenir. J'ai d'abord fait une thèse en histoire religieuse du Québec. En fait, j'avais travaillé sur le catholicisme au 19e siècle, dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, plus précisément. Donc, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec le genre? Il n'y en a pas. Aucun. En fait, même que c'était un élément plutôt aveugle dans mon analyse. En fait, pas tout à fait, mais presque. Et donc, après mon arrivée à l'Université de Sherbrooke en 97, ma thèse, je l'ai finie en 94. Donc, j'ai commencé de nouvelles recherches en histoire religieuse. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de faire autre chose, mais je ne le savais pas trop. Au département d'histoire, à ce moment-là, il y avait une professeure que vous connaissez sans doute, Micheline Dumont, qui était sur le point de prendre sa retraite et puis qui me disait, Christine, il faudrait que tu prennes le relais de l'histoire des femmes, que tu prennes les cours, tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à lire et j'ai croisé, donc, dans mes lectures, le concept de genre et finalement, j'ai jamais donné de cours d'histoire des femmes, mais j'ai développé un intérêt de recherche puis j'ai monté des cours aussi sur le genre. Donc, ça, c'était au tournant des années 2000. À cette époque-là, donc, une nouvelle professeure, une nouvelle collègue est arrivée au département d'histoire, Louise Bienvenue, et puis on avait envie de travailler ensemble. On ne savait pas trop sur quoi on allait travailler, mais bon, il y avait cet intérêt-là mutuel à collaborer. Louise avait fait une thèse ici à l'UQAM sur la jeunesse catholique. Et donc, moi, je m'étais intéressée, comme je l'ai dit, au catholicisme au 19e siècle. On s'est dit jeune, Église, mes cours que je commençais à monter sur le genre. Ah, pourquoi on ne travaillerait pas sur la masculinité dans les collèges pour garçons? Bon, ça a été plus long que ça, là, la discussion, mais ça, c'est la conclusion. Et on a donc élaboré un projet de recherche avec Olivier Hubert, qui est professeur à l'Université de Montréal, sur les collèges pour garçons, avec cette idée-là, donc, de mieux comprendre comment au 19e et au 20e siècle,
c'était construit la norme masculine dans les collèges classiques pour garçons. Et l'intérêt des collèges classiques pour garçons, d'abord, c'est un univers qu'on connaissait assez bien, puis ça mobilisait aussi d'autres éléments d'histoire avec lesquels on était toutes les deux familières, la jeunesse pour Louise, donc la religion pour moi aussi. Mais l'intérêt du collège pour garçons, c'est que c'est un univers clos. Donc, c'est un univers où les garçons étaient entre eux, où on leur prodiguait un enseignement aussi essentiellement donné par les hommes. Donc, c'est comme ça qu'on s'est intéressé à cet univers-là. Donc, je peux peut-être arrêter ici pour le moment. Ça doit faire à peu près ça, hein, 4-5 minutes. Donc, on va poursuivre avec Denise Baillargeon, qui est professeure, maintenant retraitée à l'Université de Montréal. Bonsoir. Alors, moi, j'ai terminé mon doctorat au début des années 90, donc un petit peu avant Christine, finalement. Et je dirais que j'étais très franchement campée dans le camp de l'histoire des femmes, et non pas dans le camp de l'histoire du genre. Ma thèse de doctorat portait sur la contribution du travail domestique à la survie des familles ouvrières pendant la crise des années 30. Je l'ai fait avec des entrevues. À partir d'entrevues, donc j'étais à l'époque un peu précurseur là, pour ce qui est de l'utilisation des sources orales en histoire. Et à cette époque-là, quand j'ai commencé, je pense que toutes celles qui faisaient de l'histoire des femmes comme moi, y compris Michel Dumont, un peu plus vieilles, mais aussi des filles de ma génération, on ne s'identifiait pas à l'histoire du genre à ce moment-là. Je pense qu'on était toutes conscientes que les hommes et les femmes n'avaient pas reçu la même socialisation, que les rôles, les attentes, etc. étaient différentes. Je pense qu'on fonctionnait tout un peu avec l'idée, comme l'a exprimé Simone de Beauvoir, qu'on ne naît pas femme, mais on le devient. Mais dans les années 80, je dirais que c'est un peu là où s'arrêtait la réflexion là-dessus. Le concept de genre avait commencé à être développé, on en reparlera tout à l'heure, je pense, mais en tout cas, ce n'était pas nécessairement à l'avant-plan. Là où j'ai commencé à m'intéresser davantage au concept, c'est peut-être dans mes recherches subséquentes qui ont porté sur la médicalisation de la maternité. Entre autres, à ce moment-là, le concept de genre m'a servi à analyser les rapports entre le public et le privé, les rapports entre les services offerts par les organisations privées aux femmes enceintes et à leurs enfants et les services publics. Je me souviens dans mon livre que j'avais analysé la différence dans des termes genrés, si on veut, et je pense que c'est peut-être à partir de là que le concept de genre m'a davantage influencé, même si encore aujourd'hui, je ne me considère pas comme une historienne du genre parce que je n'ai pas encore développé de projet où je considérais en parallèle ou en tout cas ou en interrelation plutôt des hommes et des femmes, la masculinité ou la féminité. Donc, j'ai un parcours qui est passé donc, par l'histoire orale. La thématique principale, c'était le travail domestique. Et du travail domestique, j'ai comme un peu isolé une composante de ce travail domestique qui est la maternité. Donc, mon livre subséquent a porté sur la médicalisation de la maternité. Par la suite, j'ai écrit des ouvrages de synthèse, donc ça m'a un petit peu éloigné des recherches fondamentales, si on veut. Actuellement, j'ai 2 projets en cours. Un qui porte sur le féminisme de l'émission Femmes d'aujourd'hui, qui est une émission diffusée à Radio-Canada pour les ménagères dans les années 60-70. Et un autre projet qui porte sur la philanthropie. Et encore là, je ne sais pas trop comment je vais mobiliser le genre dans ces 2 projets-là. Mais c'est clair que pour moi, c'est un concept qu'on ne peut plus ignorer. C'est un concept à partir duquel il faut absolument réfléchir à nos projets et il faut regarder comment il peut, si on veut, s'appliquer. Alors voilà, je vais m'en tenir un petit peu pour l'instant. Aussi avec Madame Parly, professeure au département d'histoire, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà probablement très bien. Merci Camille. Alors bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, je suis professeure ici au département depuis janvier 2002. Je suis spécialisée en histoire des femmes et du genre, en histoire de la famille, en histoire de la santé, en histoire de l'assistance sociale et l'État-providence.
J'ai été engagée sur un poste Histoire des femmes, donc un poste Histoire du Québec, Histoire des femmes, mais comme probablement la plupart des historiennes, historiens de ma génération, ou du moins de ma cohorte, je me considère une historienne des femmes et du genre. C'est-à-dire que, et en fait, je pense que pour comprendre pourquoi je me considère une historienne des femmes et du genre, il faut effectivement tenir compte du contexte de production de ma génération. C'est-à-dire que j'ai rencontré l'histoire des femmes comme champ à la fin des années 80, en suivant des cours à McGill où l'histoire des femmes existait. C'était un champ reconnu, il existait des cours. Et j'ai fait mes études de maîtrise et de doctorat en Ontario dans les années 90, au moment où les débats, au Canada anglais en tout cas, entre l'histoire des femmes et l'histoire du genre étaient vraiment très, très vifs, pour ne pas dire assez féroces. Et comme d'autres, comme mes amis, comme mes collègues à la maîtrise et au doc, nous avons vu justement les déchirements, parfois très, très personnels, entre historiennes des femmes et historiennes du genre. On a été témoins à ces débats, parfois, comme je dis, vraiment très, très vifs. Et je pense que la plupart des gens de ma cohorte, ceux et celles qui ont continué, qui ont poursuivi dans le domaine, ont vraiment insisté pendant longtemps, et on insiste encore, pour dire qu'on peut être et faire les deux. C'est-à-dire, je peux me concentrer, et je me concentre dans mes travaux, des fois, sur les femmes comme groupe social ou comme actrice, comme agente de l'histoire. Et bon, je pense par exemple à l'ouvrage de synthèse que j'ai rédigé avec 3 collègues qui s'intitule Canadian Women a History, où le focus est vraiment les femmes pendant 4 siècles, 5 siècles. Mais dans d'autres projets, je me concentre par exemple sur la construction d'un État-providence, sur la grippe espagnole de 1918-19, ou sur les accidents du travail, mais en prenant le genre comme catégorie d'analyse, pour reprendre le terme de Scott, mais aussi comme une façon, en fait un axe selon lequel on distribue et justifie le pouvoir, pour reprendre les termes de l'historienne Laura Lee Downs. Alors le genre, je dirais, le genre est toujours présent dans ce que je fais, et parfois les femmes le sont aussi. Et je considère, puis on peut entrer dans cette discussion, ce débat plus tard, mais je considère que même si on a affaire à des ontologies différentes, c'est-à-dire une approche matérialiste, une approche post-structuraliste, il y a moyen en pratique de concilier les deux. Je m'arrêterai là. Donc, merci beaucoup de l'invitation pour le comité. Moi, j'ai été embauché, je suis théologien, non pas historien, ça existe encore dans les universités. Peut-être la dernière génération, mais ça existe encore. Donc, j'ai fait ma thèse de doctorat sur la théologie de la femme, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque de Jean-Paul II, donc qui se terminait par une critique féministe, évidemment, de son anthropologie théologique sur cette question-là. J'ai été embauché en 2000 à la faculté de théologie d'études religieuses à l'époque, mais pas sur les questions de théologie féministe ou de genre, mais en anthropologie théologique. C'est avec le départ de 2 théologiennes qui ont initié ces études en théologie féministe, entre autres, Marie Gratton et Louise Melançon, que j'ai pris sur moi de continuer à œuvrer au niveau de l'enseignement et de la recherche sur ces questions-là, pour faire en sorte que les cours ne soient pas fermés et que ça perdure, parce que je trouve que c'est capital, même au niveau des théologies, de poursuivre cette réflexion-là. Donc, le travail que je fais maintenant, c'est à peu près canalisé exclusivement là-dessus, soit les théologies féministes ou les théologies de genre qu'on appelle, ou les théologies queer finalement, ou la critique finalement féministe ou de genre des grandes traditions religieuses, surtout des conservatismes religieux. C'est le travail que je fais. C'est au niveau de la recherche et au niveau de l'enseignement. Ce qui m'intéresse aussi, c'est vraiment l'interaction entre égalité femmes-hommes, laïcité et religion. Comment on perçoit ça, on conçoit ça dans les sociétés contemporaines. Évidemment, la perspective du genre est toujours assez près. Et une des passions, c'est démonologie et sorcellerie au Moyen-Âge et Renaissance, qui, de toute façon, finit par aboutir sur des concepts de genre, évidemment. Comment je l'utilise, je vais faire bref, c'est
dans la perspective que je fais, donc j'essaie de présenter les théologies féministes, les théologies de genre ou les théologies queer. Évidemment, je l'utilise comme outil critique des conservatismes religieux. Hein. C'est ce que je fais dans mes cours. Donc, on s'assoit et on regarde probablement des théologiennes que les étudiants n'ont jamais connues à travers leur parcours scolaire, comment elles ont, à partir des années 70, développé cette théologie critique-là. Évidemment, au début, c'était dans la perspective catholicisme. Quand j'ai commencé, hein, c'est les premières qui ont développé une théologie critique, c'est les féministes catholiques. Et maintenant, on a ça dans toutes les traditions religieuses. Il y a une critique théologique ou de genre dans l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, etc., etc. Oui, on ouais. Merci. Donc, je vous remercie beaucoup tous les quatre pour vos présentations assez succinctes. Vous avez bien respecté le temps de parole alloué, c'est rare dans les colloques. Donc, on va maintenant s'attaquer à ce premier bloc qui consiste à situer le genre. Je vois déjà que dans certaines de vos présentations, vous avez évoqué des débats, des déchirements. Donc, on va en profiter, justement. Je commencerai par vous demander à quel moment est-ce que le concept de genre émerge dans les milieux historiens ou même dans les milieux de la théologie, pour inclure tout le monde. Et dans votre champ d'études en particulier, est-ce qu'il y a eu des débats autour de l'intégration de ce concept-là? Je suis plus familière avec les débats qui concernent l'histoire des femmes, l'histoire du genre. Donc, j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus. Puis, sinon, Christine et Patrick, si vous avez des choses aussi à ajouter par rapport à vos champs spécifiques, je vous inviterai à le faire. J'ai l'impression d'avoir été un peu sur les lignes de front dans cette bataille. Et comme je l'ai mentionné, j'ai fait donc ma maîtrise à l'Université Queen's en Ontario avec un historien du travail, Brian Palmer, pour ne pas le nommer, qui a une approche très, très matérialiste et qui s'est opposé avec une férocité au post-structuralisme tel qu'il s'est manifesté dans les cercles historiques. Et donc, je pense que ce qui était au cœur de ces débats en histoire des femmes, en histoire des femmes au début des années 90, c'est plusieurs choses. C'est est-ce qu'on peut faire l'histoire de ce qu'on appelle en anglais l'expérience entendu dans le sens thompsonien du terme, c'est-à-dire le vécu. Est-ce qu'on peut réellement accéder au vécu des gens du passé, en fait, ou est-ce que c'est irréaliste comme ambition? Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne peut jamais réaliser? Et de cette question découle un certain nombre d'autres questions, c'est-à-dire qu'est-ce que ça signifie d'abandonner, justement, cette étude du vécu. Est-ce que, en tant qu'historien du social, et c'est comme ça que je me suis toujours définie, notre mandat principal n'est pas justement d'étudier le vécu des gens du passé. Et est-ce que, en faisant l'histoire du genre plutôt que l'histoire des femmes comme groupe social, on n'est pas dans une étude un peu circulaire des représentations qui nous mènent nulle part. C'était l'accusation qui était faite souvent à l'époque. Voilà, donc en fait, c'est deux débats en un. En fait, c'est l'histoire des femmes versus l'histoire du genre, mais vraiment, il me semble que le débat qui sous-tend ce premier débat, c'est une histoire matérialiste versus les emprunts que les historiens ont fait des études littéraires, des études linguistiques aussi, c'est-à-dire une approche post-structuraliste. Donc, et peut-être dernière chose que j'ajouterais, c'est que pour certains et certaines collègues, le fait de faire l'histoire du genre plutôt que l'histoire des femmes était perçu comme abandonner tout le contenu politique de l'histoire des femmes telle qu'elle s'est développée dans les années 70 et 80, c'est-à-dire d'abandonner les femmes comme sujet historique. Moi, je ferais peut-être un petit retour en arrière. C'est-à-dire que je pense que c'est important aussi de comprendre que le genre, c'est un concept qui n'a pas toujours eu la même signification. C'est parce que là, on parle beaucoup de genre dans le contexte du post-structuralisme, mais ça, c'est vraiment fin des années 80. En fait, le travail majeur qui a marqué cette nouvelle définition du genre, c'est
l'article de John Scott, qui est cette historienne américaine que tout le monde connaît maintenant, Gender, a Useful Category of Historical Analysis. Ça a été publié, je pense, en 86 dans The American Historical Review, puis repris dans un livre, Gender and History. Ça, c'était en 88. Donc, ça vous situe là, dans le temps, à peu près, c'était là. Et à partir de là, le genre a commencé, je dirais, à avoir, pour une certaine partie de la communauté historienne, cette définition post-structuraliste. Mais avant ça, dès le milieu des années 70, en histoire, il y a eu Nathalie Zemon-Davis, qui, dans un article publié, je pense que c'était dans Social History, qui parlait des sex-gender systems. Il y a eu Gail Rubin, John Kelly Gadol, qui a aussi, dans certains de ses écrits à la fin des années 70, parlé de la question du sexe, gender. Puis souvent, à l'époque, on faisait sexe / gender. Les deux mots étaient... Et ces historiennes-là se sont appuyées sur les travaux, entre autres de la Britannique Anne Oakley, qui est une sociologue, qui a utilisé le mot gender dans une de ses recherches sur le travail domestique. C'est pour ça que je le sais, j'ai travaillé là-dessus sur ma thèse, fait que je suis comme impossible à caler là-dessus. Je les ai toutes lues. Donc, 72, puis il y avait les anthropologues aussi, Gail Rubin, qui a aussi utilisé le mot gender. Fait que dans les années 70, on commence à utiliser ce mot-là. Mais à l'époque, souvent, gender veut simplement dire femme, et ça veut simplement dire ce que Simone de Beauvoir avait dit en 1949, c'est-à-dire on ne naît pas femme, on le devient, c'est-à-dire on naît avec des attributs femelles, des attributs biologiques femelles, et la société nous transforme en femmes à travers la socialisation, etc. Et je pense que dans les années 70, quand on parlait du gender, c'était souvent ça qu'on voulait dire. Et on avait tendance à ne pas penser aux hommes dans ces mêmes termes-là. On avait tendance à oublier que les hommes aussi étaient façonnés par leur société et qu'on ne naît pas homme non plus, on le devient aussi. Okay. Alors tout ça, c'est là-dessus qu'on est en lignée, je pense, quand John Scott est arrivé avec son espèce de pavé dans la mare en disant, mais le gender, c'est pas ça. En fait, c'est pas que ça, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est là où elle a considéré le genre dans une perspective post-structuraliste, c'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre hommes et femmes indépendamment, il faut les regarder ensemble. Leur construction est interreliée, c'est une construction qui est toujours hiérarchique aussi. Et le genre, comme disait John Scott, le genre est une manière première de signifier des rapports de pouvoir, c'est-à-dire que c'est à travers le genre, finalement, on peut comprendre tout un ensemble de dynamiques, de processus, de phénomènes sociaux, de relations sociales, où des hommes et des femmes en chair et en os ne seront pas nécessairement impliqués. Alors, par exemple, on peut comprendre les rapports métropole-colonie dans des termes genrés. On peut comprendre le rapport Canada-Québec en termes genrés. On peut comprendre, tout rapport de pouvoir peut se comprendre dans des termes genrés. Alors là, on arrive dans une autre dimension du genre. Et je pense qu'il y a comme une espèce de confusion très souvent sur qu'est-ce qu'on entend par genre. Puis je pense que c'est un peu dans la foulée aussi que là, on a commencé à s'intéresser davantage à la masculinité, ce qui a fait aussi réagir beaucoup d'historiennes des femmes qui disaient, ouais, voilà, justement, c'est de ça dont on a peur. Si on se met à parler en termes de genre plutôt qu'en termes de femmes, les hommes vont encore venir se mêler de ça, puis finalement, l'histoire des femmes va disparaître au profit. Bon, voilà. Donc, je pense que c'est important d'avoir cette espèce de portrait un peu global sur la longue durée, finalement. Ben oui, mais tu as fait une belle transition, merci. Masculinité. Oui, masculinité, c'est ça. Puis, donc, j'ai parlé un petit peu de comment on en était venu, Louise Bienvenue, Olivier Hubert et moi, à s'intéresser à la masculinité. C'est sûr que dans ce cas-ci, puis dans le cas particulier, en tout cas de l'histoire du Québec, il y avait là tout un champ d'études à explorer parce que
il y avait très peu de travaux. Donald Faison, à peu près à la même époque, a étudié dans un article la question des duels, puis avait posé la question de la masculinité. Mais il y avait finalement assez peu d'études. Et petite anecdote pour illustrer ça, puis faire un peu de pouce sur ce que tu disais, Denise, à l'effet que la masculinité était prise en quelque sorte comme une essence. J'ai discuté à un moment donné avec un collègue, Guy Lapierre, pour ne pas le nommer, au département d'histoire à l'Université de Sherbrooke, qui, sachant qu'on s'intéressait à l'histoire des collèges pour garçons, nous avait dit, ben oui, mais les filles, vous ne trouverez rien, voyons, c'est pas écrit. On n'a pas besoin de le dire comment on élève des garçons, ça va de soi. Alors que pourtant les archives étaient saturées, sont saturées justement d'éléments, d'éléments de normes, de règlements, de comportements, etc. Et je pense qu'on l'a souligné tout à l'heure aussi, une grande influence, en tout cas dans le cas des études sur la masculinité aussi. Plusieurs sociologues, entre autres, ont travaillé sur les questions. Je pense entre autres à Michael Kimmel, qui avait réalisé des travaux qu'on a trouvés très inspirants. John Scott, évidemment, aussi. Donc, c'est ça. Est-ce que vous voulez ajouter? Oui, il y a quelque chose? Donc, merci pour vos synthèses. Si on parle de ma perspective, il faut dire que le développement des théologies féministes, c'est les années 1970 aux États-Unis particulièrement. Donc, on a vu l'émergence de cette théologie-là. Dans mon domaine, c'est les théologiennes féministes qui font des théologies de genre. Donc, c'est assez rare quand je vais voir un collègue, ou j'en connais pas, qui va faire de la théologie de genre, théologie des masculinités, etc., etc. C'est vraiment les théologiennes féministes. Denise Couture fait ça ici, et bien d'autres. Donc, le développement des théologies féministes, évidemment, c'est fait de peine et misère dans les universités. Cette critique est devenue une critique de genre autour des années 95. Pourquoi? La grande conférence de Pékin, entre autres, où le Vatican s'est opposé à l'utilisation du concept de genre dans le texte final et a imposé de revenir au concept de sexe. À l'époque, ça a fait scandale dans les milieux féministes et avec raison. Vous savez que le Vatican est un État, donc qui fait partie des grandes plateformes internationales et qui influence aussi le devenir des femmes. Évidemment, à ce moment-là, il y a un éveil parce que les autres traditions, dans leur perspective conservatrice, s'est associé au Vatican dans cette critique du genre-là. Donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est intéressé au genre. Au niveau de l'Église catholique, Jean-Paul II en a remis pendant l'ensemble de son mandat. D'ailleurs, a commencé son mandat par refaire une exégèse biblique de l'encyclique Humanae Vitae, où il voulait donner des assises bibliques à un texte qui n'avait pas d'assises bibliques et sur lequel il y avait une grande critique. Mais à travers ça, il a développé une critique de la théologie féministe occidentale, en la traitant de péché originel, pratiquement. Et évidemment, il a commencé aussi à faire une critique du genre, ce qui a abouti aussi avec Benoît XVI, qui a, lui, avec le pape François, qui est souvent considéré comme un féministe, il faudra repasser, donc qui ont abouti, eux, par rapport à Jean-Paul II, non plus à une critique de la théologie féministe, mais à une critique du concept de genre. Benoît XVI, par exemple, parlait de complot mondial, où on voulait imposer le concept dans l'ensemble des grands traités de l'ONU. Donc, la critique est assez virulente. Elle se continue, d'ailleurs. Il est sorti un texte à l'été 2019, encore sur cette problématique-là, où l'Église rappelle le concept essentialiste, différentialiste, etc., etc. Donc, évidemment, c'est ce qui fait qu'il y a un intérêt maintenant sur la question, mais ça demeure marginal au niveau des théologies. C'est à peu près, on est quelques-uns ou quelques-unes à faire ça. Mais évidemment, le concept a été utilisé pour relire toute l'histoire des institutions religieuses, particulièrement du 19e, 21e siècle, où là, on a un débat entre les avancées conservatistes au niveau politique, qui, eux, ces avancées-là, nient aussi le concept de genre, et les avancées ce qu'on appelle les théologies libérales, théologie féministe, théologie de genre, théologie LGBT, où on s'inscrit dans la perspective constructiviste sociale. Donc, on est vraiment dans cet affrontement-là entre deux visions du monde, évidemment, deux visions de la femme, deux visions de l'homme, deux visions de la famille, etc.
J'ajouterais peut-être quelque chose sur la masculinité qui n'a pas été dit. Je pense que bon, Denise et Christine l'ont dit toutes les deux, dans certains cercles, l'histoire de la masculinité a dérangé. Et c'était justement, comme Denise et Christine l'ont dit, parce que on disait, bon, finalement, on va revenir à l'histoire des hommes, on va faire l'histoire des hommes après 30 ans d'histoire des femmes, mais c'est aussi parce que certaines études de la masculinité aux États-Unis et ailleurs ont été très descriptives au début. C'est-à-dire, c'est des études de ce que constitue la masculinité à un endroit donné, à une époque donnée, mais des études descriptives qui ne tiennent pas compte des rapports de force et du pouvoir. Et donc, je pense que l'une des critiques que moi j'ai trouvée très, très convaincante, que je trouve convaincante, c'est de dire, bon, si on fait l'histoire de la masculinité, et je considère que c'est un projet qui vaut la peine, mais il faut donc suivre les conseils de Scott et Downs et d'autres et regarder la manière par laquelle la masculinité est peut-être une forme de pouvoir ou est intégrée à d'autres formes de pouvoir. Et donc, je pense que l'intérêt du genre, à mon avis, c'est de voir comment, effectivement, le genre a un impact sur le monde. C'est-à-dire, le genre peut faire une différence. Et c'est quoi cette différence? Qui en bénéficie? Qui en souffre? Et donc, je pense que pour faire une histoire critique de la masculinité, il faut absolument tenir compte du pouvoir et des rapports de force. Non, ça va. Ça va? J'allais dire, il ne faut pas juste faire l'histoire Dans la des bons Camille, gars. des bons gars, oui. Donc, on a surtout fait mention des débats qu'il y a eu, particulièrement dans les milieux anglophones, un peu plus. J'en avais déjà parlé avec Denise et Magda, je crois, à quelques reprises, mais c'est comme si dans les milieux francophones, le genre était comme arrivé un petit peu plus tard, sans qu'il y ait trop de bruit ou trop de discussions, de chicanes autour de ce concept. Peut-être que ça a à voir avec la traduction tardive de certains articles, de certains ouvrages, ou non, peut-être pas. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus, en fait. Donc, je voulais savoir comment la réception du concept de genre, comment les débats se sont articulés dans le milieu francophone, si débat il y a eu. Mais j'ai pas le sentiment qu'il y a eu beaucoup de débats, en fait, du côté des francophones. Moi, mon souvenir, c'est qu'à l'époque où les historiens anglophones se déchiraient sur cette question-là, du côté francophone, on regardait ça avec un petit peu, je sais pas, en disant, ah oui, regardons ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça parle plus, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je parlais à tout le monde. Là, bon. mais je pense aussi que il y a eu un plus grand malaise, puis ça se vérifie en France, puis ça se vérifie au Québec aussi, par rapport au concept de genre. Les Françaises ont été très réticentes à adopter le concept. Il faut dire qu'à l'époque où John Scott a publié son article dans les années 80, c'était encore impossible en France de faire une carrière en histoire des femmes. Je veux dire, les institutions françaises n'embauchaient pas de spécialistes d'histoire des femmes. Puis ça a continué comme ça pendant longtemps. En fait, celles qui ont fait de l'histoire des femmes, les premières à tout le moins, c'était des femmes qui avaient un doctorat en histoire, qui étaient embauchées pour faire l'histoire moderne ou l'histoire contemporaine, je ne sais trop. Puis une fois qu'elles étaient établies dans leur carrière, là, elles commençaient à faire l'histoire des femmes. Mais ce n'était pas très, très bien accepté. Et le genre, encore moins. Il y a eu une résistance à l'effet, entre autres, que c'est un mot anglais qui se traduisait mal, disait-on. C'était un des prétextes qui a été utilisé. Mais je pense que la vraie raison, puis c'est un petit peu, à mon avis, la même raison qui s'applique au Québec, c'est que le concept de genre vient faire éclater le sujet. Et c'est ça qui est difficile à endosser dans le républicanisme français qui est très universaliste. Et donc, ça crée beaucoup de résistance. Et il y a un article d'un anthropologue français, Éric, qui fascine, qui est très bien et qui explique vraiment bien la résistance des Françaises ou des Français en général, mais même des historiennes françaises au concept de genre. Puis je pense qu'au Québec, au même moment, on était encore dans une période assez nationaliste. Hein? On s'acheminait doucement vers le référendum de 95.
Et j'ai déjà écrit dans un texte que je pense que la question nationale a été un frein à l'acceptation du concept de genre. Parce que le concept de genre, dans le sens post-structuraliste du terme, c'est un concept qui conçoit, c'est ça, que les individus sont multiples finalement, et que le sujet est éclaté, et que les gens ont de multiples appartenances. Puis je pense que dans notre contexte, c'était mal reçu ou mal compris, ou je ne sais pas, mais moi, j'ai l'impression qu'il y avait un lien entre les deux. Bien, oui. Bien, tout à fait, mais moi, je parlerais au présent, en fait. Oui. Oui, parce que ce malaise-là, je pense qu'il persiste aussi. Il persiste aussi de la même manière que dans l'opinion publique, en tout cas, par rapport à l'acceptation même du concept de genre, régulièrement, dans un certain nombre de chroniques populaires, on retrouve les mêmes critiques, parfois qui dénotent aussi une méconnaissance assez crasse de ce que c'est le concept. Oui, c'est ça, de ce que ça veut dire, de ce que ça implique aussi, très réductionniste. Mais derrière ça, il y a cette peur-là, peut-être aussi. Bon, je nommerai personne, mais je pense que j'ai quelques chroniqueurs en tête là, qui illustrent, je pense, tout à fait ce que tu dis par rapport à ça. Puis rappelez-vous, donc, cet automne, la petite tempête médiatique, en fait, qui a été récupérée du témoignage, entre guillemets, de Christopher Demuth, qui a dit qu'un certain nombre de ses articles étaient des inventions. Donc, il avait créé de toutes pièces certaines sources, ou en tout cas, il avait étiré pas mal la sauce. C'est devenu, en quelque sorte, un prétexte, une mauvaise science, un mauvais historien ou de mauvais articles sont devenus le prétexte à faire le procès du genre aussi, là. Comme si de la mauvaise science, il n'y en avait pas dans toutes les disciplines, puis il n'y en avait pas dans tous les champs de recherche aussi. Donc, pour moi, ça dénote aussi que si, effectivement, dans nos milieux, peut-être il y a une certaine unanimité, ou en tout cas, ça ne crée plus les débats que ça pouvait créer dans les années 90, n'empêche qu'il y a encore des tensions, il y a encore un malaise qui dénote justement cette difficulté-là de reconnaître que les appartenances ou les identités peuvent être multiples, peuvent être croisées, peuvent être changeantes aussi. Je suis assez d'accord, mais je pense qu'il y a quand même un effet générationnel. J'ai l'impression, si je regarde mes étudiants et étudiantes, qu'on voit une ouverture au Québec, comme en France, comme ailleurs, à un sujet éclaté ou à des identités multiples, à une reconnaissance des identités multiples. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui change. Oui, des vieux, c'est ça. Donc, entre nos vieux collègues c'est ça, et nos étudiants, je trouve que l'avenir est quand même intéressant. Mais je pense que ce clivage ou cette évolution générationnelle, si on veut, elle est bien réelle. Ouais. Je peux ajouter quelques éléments. Évidemment, au niveau des études féministes, sur les questions des genres, c'est évidemment qu'il y a un retard au niveau de la francophonie. La majorité des textes, des articles, monographies vont être anglophones, aux États-Unis ou en Angleterre. Mais il faut dire que la France s'est réveillée sérieusement sur la question depuis une dizaine d'années. On voit un nombre incroyable de monographies, de collectifs, de colloques, autant sur féminisme religieux, genre, laïcité, etc., etc. Donc, ça devient intéressant. Je pense qu'il y en a à chaque semaine maintenant, tellement le réveil s'est fait. Mais le réveil s'est fait au niveau des sociologies des religions ou anthropologie des religions. C'est pas au niveau théologique. En France, être théologien, c'est pas très à la mode, c'est pas très bien perçu non plus. Parce qu'on associe ça vraiment avec appartenir à une église. Il n'y a pas vraiment de lieu théologique universitaire, à moins que ce soit privé, là. Et ce qu'il faut soulever, entre autres, au niveau du féminisme religieux, elle a revu une nouvelle question féministe, après 38 ans d'existence quand même, a fait pour la première fois au printemps 2019 un numéro spécial sur les féministes religieux. Donc, c'est la première fois que ça se faisait. Évidemment, il y a eu quelques articles, entre autres sur les féministes islamiques, mais sur l'ensemble des féministes religieux, c'était la première fois. Et j'espère qu'il y aura aussi un numéro spécial sur genre religion, qui, je pense, que mériterait d'être analysé au niveau de cette grande revue-là.
Je voudrais quand même ajouter qu'il y a qu'en France où on voit de grandes manifestations publiques contre le genre à l'école. Hein. Ça, on n'a pas vu ça au Québec. Comme quoi, tout n'est pas gagné. Oui. Mais Christine, ce que vous dites, je pense effectivement dans l'actualité avec la montée des revendications des personnes trans, non-binaires, puis tout ça, il y a un braquage là, littéralement face au genre. Puis on voit dans beaucoup de chroniques des critiques contre les féministes du genre et qui veulent détruire les identités. Donc, on voit que c'est encore subversif. Donc, pour cette dernière question du deuxième bloc, en fait, je vous demanderais, vous l'avez brièvement évoqué, mais peut-être que vous voulez rajouter quelque chose. Quels sont les apports du concept de genre, autant sur le plan épistémologique, théorique, pédagogique? On va avoir une question ensuite sur l'enseignement un peu plus tard. Par exemple, en étude des masculinités, de la famille, du travail, des représentations. Donc, soit vous, dans vos recherches ou plus largement, donc, quels ont été les apports, selon vous, de cette lunette qui est le concept de genre? Ben, on parlait tout à l'heure justement des masculinités, de la masculinité, mais je dirais des masculinités. En fait, pour moi, l'apport majeur dans ma réflexion aussi, c'était de réaliser qu'il n'y avait pas un modèle masculin, même à une époque donnée, mais des modèles masculins, donc certains modèles qui étaient hégémoniques, et puis qui étaient porteurs, évidemment, on l'a dit, puis il faut le souligner de nouveau, de rapports de pouvoir, mais de rapports de pouvoir au sein même du groupe masculin, dans la mesure où les hommes qui ne correspondent pas à ce modèle hégémonique-là sont mis de côté. L'univers du collège classique, pour ça, était formidable à étudier parce que, étant un univers fermé, constitué uniquement d'hommes, donc on réalisait l'entre-soi de genre, ben là, on se retrouve avec des garçons qui en dominent d'autres, ceux qui sont plus associés justement à des caractères dits féminins qui se font martyriser ou en tout cas très certainement intimider. Donc, cette idée-là justement de modèle hégémonique et puis de voir aussi au sein même du groupe comment les rapports de pouvoir sont à l'œuvre, pour moi, ça a été stimulant, puis ça a été, je pense, un point central de nos études. Je pense que la question, le concept de genre, effectivement, un des grands apports, c'est de mettre de l'avant cette idée que les hommes aussi sont un construit social. Il n'y a pas qu'un sexe, c'est les personnes du sexe, là, on va essayer d'oublier ça. Donc ça, je pense que ça a été quand même un grand apport. Moi, ce qui m'a le plus frappé, ou en tout cas ce qui m'a le plus interpellé, c'est cette manière dont on pouvait utiliser ce concept pour examiner d'autres rapports sociaux, d'autres dynamiques de pouvoir, d'autres rapports de pouvoir en dehors des hommes et des femmes en chair et en os, en dehors, quand il n'y a ni homme ni femme, mais il y a quand même des rapports qui sont en quelque sorte genrés, parce que comme l'explique très bien John Scott, les êtres humains, on a cette tendance à voir tout rapport, finalement, de pouvoir en termes genrés. Et ça, je trouve que ça ouvre des perspectives extraordinaires pour analyser tout un ensemble de phénomènes, de processus, etc. Et quelle que soit la période, et évidemment, quel que soit le sujet qu'on aborde, c'est toujours possible de pousser la réflexion dans cette direction-là. Et ça, je trouve, en tout cas, moi, je trouvais que ça changeait vraiment l'histoire d'une manière encore plus fondamentale, peut-être, que tout le reste. Puis cette idée aussi, qui à partir effectivement de Scott et de sa conceptualisation du genre, cette idée de la multiplicité, de l'éclatement, de ces subjectivités multiples, de la fluidité aussi du genre. Ça, je trouvais que c'était aussi des choses qui m'ont marqué dans mes lectures que j'ai faites, dans ma manière parfois de regarder des sources. Je trouve que ça, c'est majeur, en fait. Mais comme Denise, je pense que ce qui me fascine, ce qui m'a toujours fasciné, puis ce qui me fascine encore avec le concept du genre, c'est que ça nous permet effectivement
d'examiner le genre à l'œuvre, même en l'absence de femmes. Donc, les femmes ne sont pas partout, mais le genre, lui, il l'est. Et donc, d'examiner la manière par laquelle les rapports de genre ou les rapports de force genrés peuvent structurer un certain nombre de phénomènes socio-économiques, peuvent intervenir dans des prises de décision étatiques, par exemple. C'est un projet intellectuel qui est vraiment fascinant. On a eu les questions à l'avance, alors j'ai préparé quelques exemples dans un esprit pédagogique. Des exemples issus de mes domaines de recherche. On prend par exemple l'adoption des allocations familiales au Canada en 1944, en fait l'adoption en 1944 et l'instauration en 1945, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Lorsqu'on est attentif et attentive au genre, on comprend que c'est les allocations familiales, c'était une manière, dans un contexte de contrôle sur les prix et de contrôle sur les salaires, de ne pas accéder aux demandes des syndicats pour des augmentations de salaire, mais c'était aussi une façon pas très subtile de dire aux femmes mariées qu'à la fin de la guerre, leur place serait bel et bien chez elles et non pas sur le marché du travail. Donc, quand on comprend, en fait, évidemment, le contexte de la Deuxième Guerre mondiale, le marché du travail féminin et masculin pendant la guerre, on comprend mieux aussi pourquoi certaines décisions étatiques sont prises plutôt que d'autres. Un autre exemple qui m'est venu à l'esprit, parce que c'est dans l'air du temps, ce sont les recherches que j'ai faites il y a maintenant 15-20 ans autour de l'épidémie d'influenza de 1918-1920. Et traditionnellement, dans des histoires, en histoire de la médecine, on avait toujours présenté la pandémie de 18-20 comme une histoire d'impuissance médicale devant cette pandémie, parce qu'évidemment, on ne savait même pas que c'était un virus, on pensait que c'était une bactérie, on n'avait pas de vaccin. Et donc, le récit traditionnel, c'était de dire que la société, voire les sociétés, voire le monde, était complètement impuissant devant ce fléau. Mais encore une fois, en s'intéressant au genre et aux femmes, au travail des femmes, on peut raconter cette histoire autrement, comme étant en fait la prise en charge de cette crise médicale grâce au travail non rémunéré des femmes. Parce qu'en fait, au Québec comme ailleurs, puisque les médecins ne pouvaient pas faire grand-chose, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de vaccins, la société a survécu à cette épidémie grâce au travail bénévole, non rémunéré, des religieuses, des gardes-malades, des mères, des filles, des grands-mères, des tantes et des bénévoles. Et donc, c'est vraiment, c'est de raconter l'histoire autrement, c'est de la voir autrement comme une prise en charge sociale massive, mais vraiment de la part des femmes. Donc, je pense que le genre, c'est ça la beauté, en fait, du concept, c'est que ça nous permet de prendre de vieilles histoires et parfois de nouvelles histoires et de les analyser autrement, de les voir autrement. Et pour moi, c'est vraiment ce qui en fait, en fait, un projet stimulant. Je peux bien rajouter quelques éléments. Si on regarde au niveau des écrits sur genre et religion, on peut sortir plusieurs éléments, mais c'est des choses qui se répètent un peu partout, c'est la même chose en histoire. Mais en tout cas, un des éléments, moi, qui me fascine, c'est de comprendre que tout savoir est situé. Au niveau de l'allocuteur, un homme, une femme, un trans, un queer, etc., au niveau de son contexte historique, au niveau de son contexte culturel. Donc, c'est déterminant de pouvoir comprendre ça, de pouvoir l'appliquer sur sa propre vie, sa propre pensée. Donc, ça devient un outil de contestation fondamental. Le genre est un outil de contestation. Dans mon domaine, c'est évidemment un outil de contestation de la dite neutralité, des discours religieux patriarcaux, conservateurs, donc c'est en soi quand même majeur. Il faut dire que dans mon domaine, je suis assis souvent face à des gens qui ont plutôt une perspective essentialiste. Donc, à partir du premier cours, je sais qui va rester, qui ne restera pas. Donc, comme je leur dis qu'il n'y a pas de vérité dans mon cours, souvent c'est difficile à prendre. Donc, pour aller avec Butler ou Scott, c'est une approche de perturbation subversive. C'est comme ça que je le vois, et c'est l'idée, je pense, du concept de genre. C'est ce qui nous permet de nous emmener ailleurs, et c'est pour ça que c'est autant critiqué.
évidemment, au niveau des sociétés, au niveau des conservatismes politiques ou religieux, c'est que ça décloisonne les identités, ça décloisonne les discours. Donc, c'est en soi subversif. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'attendre, quand on prend la parole sur ces questions-là, recevoir quelques courriels de bêtises. Ça fait partie, finalement, du jeu du décloisonnement. Donc, voyant le temps avancer rapidement, on va sauter la première période de questions pour passer au dernier segment de la table ronde. Puis à chacune de vos réponses, j'aurais envie de vous relancer avec plein de sous-questions, mais je vais assurer mon rôle d'animatrice et m'en tenir à ce qu'on avait préparé. Donc, on passe maintenant dans ce troisième et dernier bloc qui porte plutôt sur le genre dans l'enseignement et dans la recherche. Donc, je commencerai par vous demander comment s'enseigne la notion de genre. Par exemple, comment est-ce que vous l'enseignez dans vos cours? Comment vous l'intégrez au contenu que vous mettez de l'avant? Puis dans le cas de Christine Hudon, donc, puisque vous êtes vice-rectrice aux études, comment vous intégrez le genre dans votre travail au quotidien? Peut-être commencer. Ben, c'est ça, ça fait quelques années maintenant que j'ai pas enseigné, donc, mais à l'époque où je le faisais, je peux peut-être commencer un petit peu par ça. Il y avait un cours que j'avais développé, c'était une activité de recherche. Donc, l'idée, on travaillait d'abord quelques textes, entre autres le texte fondateur de John Scott, et puis quelques autres textes. Puis ensuite, les étudiants partaient avec donc ce bagage théorique-là, se choisissaient chacun un petit corpus documentaire. C'était dans un cadre de cours de troisième année. Et puis, analysait parfois un roman, un téléroman, peu importe, à partir du concept. Et puis, il y a quelques étudiants, un entre autres, qui m'avait dit à un moment donné, et ça recoupe beaucoup ce qu'on se disait, ça a tellement changé ma façon de voir le monde, je vois du genre partout maintenant. Oui. Mais avant, je ne voyais pas. Puis, bon, alors ça, je trouve que c'est pas avec tous les cours qu'on a ce genre de feedback-là, je trouve que c'est un plaisir d'enseigner puis de réussir ça. Maintenant, pour répondre à la question sur comment dans ma vie de vice-rectrice ça transpire, j'ai eu le plaisir, en fait, je suis arrivée dans mes nouvelles fonctions en 2017, puis dans le plan stratégique qu'on s'est donné à l'université, comme dans plusieurs universités à ce moment-ci, on travaille beaucoup sur l'équité, la diversité, l'inclusion, donc je me suis retrouvée sur pas mal de comités en raison de ça. Et entre autres, sur un comité pour l'inclusion de la diversité sexuelle et de genre. Donc, je trouvais que sur le plan théorique, j'étais assez bien équipée pour réfléchir là, avec les gens de mon université, des étudiants, des étudiantes, des membres du personnel aussi, sur ces questions-là. Et puis, ça nous a amené, en fait, ce qui est formidable, c'est que ça a amené à une prise de conscience vraiment sur le campus. C'est pas qu'il n'y en avait pas avant, mais il y a vraiment eu un mouvement pour dire, ben il faut changer nos façons de faire, il faut changer nos règlements, et à l'automne, donc, on a adopté une directive pour permettre le changement de genre, y compris d'avoir un genre autre dans nos documents internes à l'université. Donc ça, je suis particulièrement fière de ça, mais je pense que si j'ai réussi, mais pas toute seule, il y avait toute une équipe autour de moi, mais si on a réussi à faire ça, c'est aussi parce que dans nos milieux, ben, il y a eu toute une éclosion du concept de genre, une sensibilisation aussi, puis une compréhension aussi de la notion et de son application. Alors, moi, j'enseigne plus, mais ça fait pas très longtemps. Donc, je me souviens encore que dans mon cours d'histoire des femmes que je donnais à l'Université de Montréal, je donnais toujours au début de la session des définitions de concepts qu'on allait utiliser dans le cours pour que les étudiants comprennent de quoi il était question, finalement, pour qu'on soit tous sur la même page, comme on dit. Et j'insistais évidemment sur le concept de genre qui était assez fondamental pour mon cours. J'ai toujours essayé de présenter comme un peu l'histoire du concept de genre, parce que je pense que c'est important. Pour moi, c'est vraiment fondamental ça, de comprendre que ça n'a pas toujours voulu dire la même chose. Alors ça, j'ai toujours beaucoup insisté là-dessus. Et puis, bon,
à l'intérieur du cours, même si c'était un cours en histoire des femmes, j'essayais toujours justement de montrer pourquoi c'était comme ça pour les femmes, pourquoi ça se passait comme ça, pourquoi leur rôle était confiné à telle sphère, à la sphère privée, pourquoi c'était ça et pas ça, pourquoi. Et donc, ce faisant, ça m'amenait toujours à parler des hommes, évidemment, parce que c'est juste en regardant qu'est-ce que les hommes faisaient, quelle était leur expérience à eux à ce moment-là, le mot expérience. C'est juste comme ça que je pense que je pouvais mieux leur faire comprendre pourquoi les femmes, elles faisaient ça. Pour moi, c'était comme important de montrer les deux en parallèle. Alors, bien sûr, mon cours n'était pas un cours en histoire du genre, donc je n'insistais pas de la même façon sur les hommes que sur les femmes. Le focus était vraiment mis sur les femmes, mais j'essayais toujours de faire des incursions pour dire, voilà, les femmes, c'est ça, parce qu'au même moment, les hommes, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe pour eux. Et ceci explique cela. Donc, c'est comme ça un peu que j'ai toujours essayé de fonctionner. Il y avait une des questions, c'était est-ce que les étudiants ont bien intégré... oui, vous pouvez peut-être même nous répondre d'ailleurs tout de suite. Là, pour je sais pas. Ça, je pense que c'était très variable, finalement. Ce que je constate, c'est que dans mes cours d'histoire des femmes, oui, ça l'était mieux que dans mon cours d'histoire du Québec, qui est un cours d'histoire générale, mais où j'essayais d'intégrer aussi ces questions-là, peut-être avec moins de profondeur en ce qui concerne la définition ou l'explication du concept, mais quand même, j'en parlais, je l'intégrais. Pour moi, le cours d'histoire du Québec, c'était un cours qui portait sur les hommes et sur les femmes. C'était les deux, tout le temps. Pas juste quand il était question du chapitre de l'histoire du féminisme puis de l'obtention du droit de vote. C'était tout le temps là, au point où souvent, d'ailleurs, les réflexions, parce que c'était très drôle, parce que dans mon cours d'histoire des femmes, j'avais à peu près que des filles, puis dans mon cours d'histoire du Québec, j'avais à peu près que des gars. Et dans mon cours d'histoire du Québec, dans les commentaires des étudiants, je me suis souvent fait reprocher que je parlais trop des femmes. Alors, moi, je donne des cours d'histoire des femmes et d'histoire de la famille au Québec dans lesquels le concept du genre est vraiment au cœur de la matière. Puis, une bonne partie des étudiants et des étudiantes de ces deux cours-là proviennent d'études féministes, en fait, font la concentration ou le certificat en études féministes. Donc, le genre est un concept qui leur est familier. Mais je dirais que ce qui peut être assez chouette comme expérience, c'est effectivement d'intégrer le genre dans d'autres cours, c'est-à-dire dans des cours où c'est pas annoncé d'emblée. Et donc, le genre devient un axe d'analyse surprise. J'ai donné l'automne dernier notre cours de premier cycle sur l'histoire de Montréal, un cours que j'ai vraiment adoré donner. Et je pense qu'à certains égards, mon cours ressemblait probablement au cours donné par mes collègues Dany Fougère ou Paul-André Linteau à l'époque. Mais entre les aqueducs et les égouts et le pavage des rues, j'ai tenté de parler justement des usages que font les femmes et les hommes respectivement de la ville, c'est-à-dire comment on habite la ville en tant que femme ou homme, et la manière dont les espaces urbains sont genrés. Donc, l'hôtel de ville, la chambre de commerce, les salles de billard, les tavernes comme espaces jugés masculins, le pensionnat des filles, les institutions caritatives, la maison privée, même pendant le jour, comme espace féminin. Et j'ai trouvé que les étudiants et les étudiantes étaient intrigués, en tout cas ceux et celles qui ont posé des questions ou qui ont émis des commentaires, semblaient être intrigués. Et pour moi, qui ai un esprit missionnaire assez bien développé, c'est une façon assez chouette d'aller chercher des étudiantes et des étudiants et leur initier à ce concept, et notamment auprès des étudiants qui ne s'inscriraient pas spontanément à un cours en histoire des femmes. Donc, encore une fois, pour moi, c'est la preuve de l'intérêt du concept de genre au-delà de la question des femmes ou des hommes. Ouais. Donc, oui, mes cours se terminent toujours par une leçon sur la question du genre. Donc, qu'est-ce que le genre vient faire sur ces leçons particulières-là. Mais j'ai la chance d'avoir un séminaire de deuxième cycle qui se nomme « Études des genres et identités religieuses ».
Donc, les 45 heures sont réservées, évidemment, à l'analyse de la question des genres et aux différents enjeux religieux. Donc, en quoi, par exemple, ma croyance contribue à ma conception de mon identité de sexe et de genre, et contribue à la conception de l'autre, de mon vis-à-vis. On peut aussi aller dans des questions qui sont assez intéressantes. Quel est le genre de Dieu, par exemple? Et pourquoi le genre de Dieu est masculin en Occident? Et pourquoi dans d'autres traditions, on a des divinités différentes avec différents genres? Et pourquoi, par exemple, l'Église catholique et les Églises orthodoxes refusent toujours l'ordination des femmes? Quel rôle joue l'identité de genre là-dedans? Et pourquoi l'Église anglicane a accepté l'ordination des femmes à la prêtrise et au niveau des évêques. Donc, c'est les enjeux qu'on peut comparer qui sont assez intéressants. Une relecture des textes sacrés, par exemple, à partir d'une grille d'analyse de genre, est assez révélatrice. Pourquoi les femmes ont quitté en majorité les traditions religieuses conservatrices comme le catholicisme pour créer d'autres formes de spiritualité et quel enjeu de genre on peut dégager de ça. Donc, c'est autour de ça qu'on travaille. Est-ce que c'est bien compris? Bon, assurément, ça doit dépendre de moi. J'espère qu'à la fin. Mais en principe, si j'ai des inscriptions, je suis déjà content. Et si plusieurs sont à la fin aussi, je suis encore content. L'idée, c'est de décloisonner de la simplicité, ce que j'appelle la simplicité intellectuelle, pour entrer dans la complexité. Si j'ai fait ça, je pense que j'ai réussi ma session. Merci. Donc, sur l'intégration du concept de genre par les étudiants et étudiantes, vous y avez un peu répondu tous et toutes. Maintenant, une question plus par rapport à la dimension critique du genre. On l'a vu lors de son émergence, particulièrement dans les années 80, il y avait vraiment une portée critique à ce concept. Aujourd'hui, est-ce qu'il conserve sa portée critique ou est-ce que le genre est devenu une catégorie descriptive comme une autre? Par exemple, on voit ça parfois formulé dans des questions de recherche. Je vais croiser la classe et le genre et le fait d'utiliser le genre, finalement, ça va venir servir à décrire qu'est-ce que les femmes font, qu'est-ce que les hommes font. Donc, selon vous, est-ce qu'il maintient sa portée critique ou est-ce que on s'en sert finalement un petit peu pour décrire? Puis, il y avait eu même certaines critiques par rapport au remplacement des Women's Studies par les Gender Studies, comme quoi ça venait dépolitiser aussi, disons, le projet féministe qu'il y avait à l'origine des Women's Studies ou des Feminist Studies. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus. Moi, je pense que la notion conserve quand même, vu les critiques dont on a fait mention tout à l'heure, quand même encore une dimension subversive, dans certains milieux en tout cas. Critique, puis le fait, par exemple, de croiser la notion de genre avec d'autres notions, c'est utile aussi pour comprendre, mais pour moi, ça ne banalise pas nécessairement l'importance du genre. Juste avant qu'on commence la table ronde, on parlait par exemple des programmes universitaires. Je demandais à un collègue, il y a combien de femmes dans le département? Donc, on est dans une analyse effectivement descriptive. Hein? Il y a combien de femmes, il y a combien d'hommes? Mais au-delà de ça, c'est encore utile de poser à ce moment-là la question de la représentation, par exemple, du pouvoir, mais aussi des attentes qu'on peut avoir au sein du milieu universitaire, pour ne donner que cet exemple-là aussi. Donc, ça demeure pour moi une lecture du monde qui est non seulement pertinente, mais nécessaire aussi, parce qu'elle permet de voir qu'encore aujourd'hui, dans de nombreux milieux, en fait, j'aurais envie de dire partout, il y a encore des inégalités importantes. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être pas le concept en soi qui s'est peu à peu dépolitisé et qu'il a perdu peut-être son accent critique, son espèce de tranchant critique. Mais en fait, j'ai l'impression que ça dépend à quel usage on utilise le concept. C'est surtout ça. J'ai l'impression que c'est surtout la question de recherche, finalement, qui va faire en sorte que le concept va garder son petit côté acéré, subversif, etc.,
ou va être émoussé en quelque sorte, puis va devenir une catégorie comme une autre qui sert la description et mais peut-être pas une analyse qui, elle, serait genrée. Je pense qu'on peut l'utiliser à toutes les sauces, le concept de genre, et j'ai l'impression que le départage se ferait là, finalement, pour moi. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que je pense qu'il existe des études, effectivement, qui emploient le genre de manière très descriptive, que moi, je commence à trouver très, très ennuyeuses et qui font partie de la raison pour laquelle je me trouve à retourner peut-être à mes racines plus matérialistes et à me concentrer sur des questions liées au travail, par exemple. Je pense que l'idée, à mon avis, ce n'est pas suffisant de décrire ce que c'était la féminité ou la masculinité à une époque donnée ou dans un lieu donné. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, lorsqu'on entreprend ce genre de projet, on se trouve à renforcer les dichotomies binaires, en fait, dont on se sert, en fait, depuis des siècles. Alors, pour moi, l'utilité du genre n'est pas là. Et pour que le genre soit employé de manière intéressante, il me semble qu'il faut justement garder à l'esprit que l'intérêt du concept, c'est que ça nous permet de comprendre le pouvoir autrement. Peut-être pas le seul intérêt, mais quant à moi, c'est parmi ces usages les plus intéressants. Et donc, comme Denise, je pense que tout réside probablement dans la question de recherche, dans la problématique, dans le projet, mais il me semble que se servir du genre de manière purement descriptive serait vraiment gaspiller le potentiel analytique du concept. Oui, je suis tout d'accord avec ce que vous avez dit. En fait, pour moi, c'est la question de l'utilité de l'usage, effectivement. Et dans mon cas, à quoi il va servir quand je donne des cours, quand je fais de l'analyse, c'est que je présente la critique du genre des conservatismes religieux et des conservatismes politiques. Et comme on sait qu'il y a une montée assez effarante de ces formes de conservatisme-là, je pense que ça va demeurer un outil assez important pour encore plusieurs années, ou si ce n'est pas plusieurs décennies. Donc, il garde sa dimension critique parce que je l'applique à un domaine qui est en soi inquiétant au niveau social. Mais c'est super intéressant ce que vous dites. Puis je relisais justement l'article de Joanne Scott hier où elle revient sur c'est le genre de catégorie d'analyse toujours utile. Puis elle revient justement sur les débats qu'il y a eu depuis. Puis elle dit en fait que il y a eu peu de remise en question de l'association qu'on fait entre le sexe dit biologique et le genre, c'est-à-dire que l'association du sexe et d'un genre social, disons, même ça, c'est pas remis en question. Puis elle dit que c'est toute la... En fait, que le sexe dit biologique lui-même est une construction culturelle aussi. Oui, puis je dirais qu'en études, j'ai pas vu non plus en histoire, j'ai pas vu beaucoup d'études qui se sont attaquées même à ça. Donc, on passerait maintenant à la dernière question. Il y a eu, on les entend de plus en plus, évidemment, des critiques décoloniales, notamment avec les Subaltern Studies, les luttes et les savoirs autochtones depuis plusieurs années. Donc, je poserais la question, comment désoccidentaliser le concept de genre? Autrement dit, comment sortir d'une conception du genre à l'européenne ou à l'occidentale pour porter plus d'attention aux différentes manifestations du genre dans les sociétés historiquement colonisées ou aux dimensions genrées du projet colonial, par exemple. Quand on parle d'histoire canadienne, je pense que c'est très important de le faire. Puis même, j'ajouterais la question, comment, comme chercheur, comme chercheuse, on peut être plus sensible à ces questions-là. Par exemple, je lisais dans l'ouvrage Beyond Women's Words, une femme Anishinaabe qui questionnait une chercheuse en lui disant est-ce que vous allez seulement interroger des femmes pour votre étude? Parce que, en fait, dans certaines communautés, dont la sienne, ça faisait aucun sens d'interroger seulement des femmes, de faire seulement des entretiens avec des femmes, parce qu'il y avait une complémentarité, puis il fallait voir pour
obtenir un portrait plus juste de l'ensemble de la réalité. Donc, aller consulter les gens de tous les genres. Puis dans les communautés autochtones aussi, on sait qu'il y a eu plusieurs revendications autour de l'inclusion des personnes bispirituelles. Donc, même notre notion de genre homme-femme ne s'applique pas partout de la même manière. Donc, c'est des questions qui sont quand même d'actualité. C'est là où justement, tu sais, d'avoir une perspective où, non-binaire ou est certainement nécessaire. Mais je pense qu'à la base de tout ça, puis je travaille pas en histoire autochtone, mais pour moi, c'est à la base même d'un projet en histoire, il y a la prise en compte du contexte. Donc, d'essayer aussi de prendre du recul par rapport à sa propre culture. C'est à la base même du projet de recherche en histoire. Donc, c'est sûr que même quand on travaille sur les sociétés qui sont... la société qui est la nôtre, mais qu'on se reporte sur le 19e ou sur le 18e ou sur des siècles encore plus lointains, il faut faire cet effort-là, comme il faut faire aussi le même effort quand on travaille, par exemple, sur les cultures autochtones. Donc, c'est la même démarche. L'exemple que vous donniez, par exemple, des femmes autochtones, il faut, dans ce cas-ci, être à l'écoute, justement, de la culture pour éviter ce type d'impair-là où on s'adresserait uniquement à des femmes. Donc, de faire cet effort d'abord initialement de comprendre. Il y a peut-être, j'ajouterais qu'il y a peut-être aussi une réflexion à y avoir sur l'importance du concept par rapport à d'autres. Enfin, je me souviens que quand on a les American Circle Review avait souligné le 20e anniversaire de l'ouvrage de Scott, en 2008, en publiant une série de textes. Donc, il y avait comme ça, il y avait John Scott qui revenait sur son concept, mais il y avait différentes historiennes qui lui répondaient aussi. Puis, il y avait entre autres des historiennes du sud de l'Amérique latine qui lui disaient, oui, mais c'est bien beau le concept de genre, mais en même temps, c'est peut-être pas le concept majeur dans tous les cas ou dans toutes les sociétés où il faut peut-être réfléchir autrement. Parce que je pense que le concept de genre, il est assez souple pour que, empiriquement, on soit capable de le désoccidentaliser. C'est-à-dire, on est capable, empiriquement, d'aller voir qu'est-ce que c'est que ce partage entre le féminin et le masculin dans d'autres sociétés, qu'est-ce que c'est que ça, quelle sorte de rapport de pouvoir ça crée et tout ça. Mais je pense qu'au-delà de ça, d'une autre façon de considérer le genre ou de le contextualiser finalement. Je pense qu'il y a peut-être une manière occidentale de considérer que le genre est le concept majeur à mettre de l'avant, alors que, en tout cas, selon certaines chercheuses elles-mêmes, c'est peut-être pas toujours nécessairement le cas. Je pense que c'est peut-être dans cette direction-là aussi qu'il faut réfléchir. Je pense que dans le contexte de l'histoire québécoise et canadienne, beaucoup, je dirais peut-être pas la plupart, mais beaucoup de chercheuses et de chercheurs ont tenté de croiser le genre avec d'autres catégories d'analyse. Et certains de ces efforts remontent quand même il y a longtemps. Camille et moi avons parlé récemment des études de l'anthropologue Jennifer Brown et l'historienne Sylvia Van Kirk, qui, au tout début des années 80, en fait en 1980, ont publié de très beaux ouvrages, de beaux livres sur les rôles joués par les femmes autochtones, les femmes métisses dans la traite des fourrures, dans la colonie de la Rivière-Rouge, dans ce qui est aujourd'hui Manitoba. Et elles ont été très attentives à la manière par laquelle le statut, les rôles, mais aussi le statut social de ces femmes autochtones, leur statut a été transformé avec l'arrivée sur place des femmes européennes, des femmes blanches. Et donc, je pense que certaines chercheuses et certains chercheurs ont toujours, ou depuis longtemps en tout cas, été conscients de la manière par laquelle le genre doit être croisé avec d'autres catégories.
en histoire autochtone, il est certain que, en fait, c'est un champ au Canada qui est vraiment en ébullition ces temps-ci, puis il y a tout plein de nouveaux ouvrages qui traitent du genre dans une perspective autochtone, dont plusieurs ouvrages rédigés par des chercheuses autochtones et des chercheurs autochtones. Et c'est intéressant, cette même critique, effectivement, elle est soulevée dans le nouveau livre de Susan Hill sur les Haudenosaunee, et où elle prend les travaux de générations d'anthropologues et d'historiennes des femmes qui ont fait très attention pour énumérer les tâches féminines et les tâches masculines et pour justement faire une analyse genrée des communautés Haudenosaunee, dont les Mohawks. Et Susan Hill dit, mais oui, mais en fait, c'est pas ça qui est important, parce qu'effectivement, ça ne correspond pas à la façon Haudenosaunee de concevoir le monde, et donc il faudrait procéder autrement. Et donc, je pense que l'histoire des femmes est... en fait, il y a toute une nouvelle série de défis posés à l'histoire des femmes et à l'histoire du genre par ces critiques ou ces histoires alternatives, soit qui tiennent compte de l'histoire autochtone ou qui sont rédigées par des membres de communautés autochtones, et effectivement qui nous obligent à décortiquer nos concepts et peut-être à penser nos histoires autrement. Ouais. Tout à fait juste. Au niveau, moi je pense qu'il faut faire confiance aux gens, à leur culture, à leur savoir. Au niveau des théologies féministes, dans les années 90, les théologiennes féministes africaines ont critiqué la théologie féministe états-unienne blanche. Donc, elles se sont réappropriées le concept de théologie féministe. Et maintenant, on retrouve des théologies féministes africaines en Amérique latine, asiatique, islamique, bouddhiste, etc., mudjérista. Et on retrouve la même chose au niveau de l'utilisation de l'analyse du genre. On a des analyses de genre dans toutes les traditions religieuses, habituellement faites par des théologiennes d'ailleurs. Donc, je pense que le concept, de toute façon, est réapproprié, réutilisé dans une société donnée, une culture donnée, et les particularités de cette culture-là. L'idée, c'est qu'est-ce qu'il advient, justement, comme réutilisation. C'est ça qui devient intéressant, parce qu'il se déplace lui-même. Comme la théologie féministe africaine, c'est absolument pas les mêmes priorités qu'une théologienne québécoise universitaire. Donc, il y a des mondes, donc des façons de comprendre l'approche. Mais ce que je remarque, quand même, c'est qu'on l'associe souvent avec l'intersectionnalité. Donc, oui, évidemment, la perspective universaliste, mais l'intersectionnalité est souvent utilisée dans ces différentes approches-là avec les approches de genre. Mais je ne suis pas assez spécialiste là, pour en dire plus. C'est quelque chose que je commence à remarquer, auquel il faudrait que je m'intéresse davantage. Bien, merci beaucoup pour votre générosité dans vos réponses. C'était vraiment passionnant de vous entendre. Maintenant, on passerait aux questions du public. Bonjour, merci beaucoup. En fait, moi, j'aimerais m'adresser à vous toutes, ainsi que Camille, parce qu'on parlait beaucoup du discours très, très binaire aussi, hein, puis on voit l'émergence des études queer, de la non-binarité, les personnes trans, etc., etc. Puis, on parlait tantôt de discours dominant. Puis, dans ce discours dominant qu'on peut avoir dans le genre et l'histoire, il va y avoir aussi une domination dans la langue. Et tantôt, on parlait de la langue française qui va être beaucoup plus difficile d'être inclusif. Puis tantôt, on parlait justement de diversité et inclusion à l'université. Moi, je me demandais, par rapport à la langue française, c'est quoi les défis qu'on peut avoir en tant qu'historien, historienne, quand on écrit des travaux, des mémoires, des thèses de doctorat, si on veut être inclusive envers les femmes, mais aussi envers les personnes dans la diversité sexuelle et la diversité d'identité de genre. Donc, voilà. Je vais commencer. Ben, comme étudiante, c'est ça, je sais qu'il y a comme différents débats sur comment féminiser. Est-ce que c'est la parenthèse, le tiret, le point médian, le point? Moi, personnellement, j'aime bien le point médian parce que c'est, ben, plusieurs linguistes aussi le défendent, parce que c'est une ponctuation qui, dans la langue française, ne sert qu'à ça, contrairement au tiret ou au point de ponctuation ou même aux parenthèses. Puis je trouve que c'est une façon de rédiger qui est plus inclusive. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème avec mes directions de recherche à ce sujet-là. C'est une façon de le faire, mais je sais que c'est pas
tous les profs qui sont, en tout cas, qui montrent autant de réceptivité dans les travaux. Je sais que certaines universités se dotent de politiques de rédaction inclusive, mais bon, ça dépend. Là. Il y a des applications inégales. Ben, moi, ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est qu'autant que possible, quand je rédige, j'essaie d'avoir un genre neutre, ce qui permet d'être vraiment inclusif, puis de faire en sorte aussi que les personnes non-binaires, par exemple, se retrouvent. Donc, parce que la difficulté de masculin et le féminin, donc soit avec le point médian ou avec le doublon, on exclut aussi finalement. Donc, mais en français, c'est un défi quand même, parce qu'à un moment donné, la communauté étudiante, la population étudiante, ça c'est facile, mais parfois, il n'y en a juste pas de neutre. Donc, c'est ça. Donc, dans la mesure du possible, moi, c'est plutôt le neutre. Sinon, j'ai plutôt tendance, moi, à utiliser les deux, le masculin et le féminin, même si c'est un peu plus long. Oui, c'est ça. Je pense qu'on se heurte toutes au même défi. C'est, bon, autant que possible, je vais vers le neutre aussi, l'écriture épicène, je pense qu'on appelle ça. Puis sinon, c'est ça, quand je ne peux pas faire autrement, là, j'aime mieux le point médian que de répéter 2 fois le mot, parce qu'en plus, ça allonge le texte. Puis bon, en tout cas. Donc voilà, c'est à peu près ça, finalement. On n'a pas encore trouvé une solution miracle à ce problème. Bon. Je cherche la personne qui a posé. Oui. Moi, ma langue maternelle étant l'anglais, je rédige surtout en anglais. Je prépare des communications, des cours évidemment en français, des articles des fois en français, mais mes livres, je les écris en anglais. Puis l'anglais étant une langue impérialiste et gourmande, en fait, c'est parfait parce que ça permet tout plein de possibilités, dont la troisième personne du pluriel, they, en fait, dont on se sert de plus en plus justement parce que ça peut être neutre. Et cette utilisation du they, qui est plutôt récente, en fait, a rencontré une certaine résistance dans les universités de langue anglaise, mais c'est de moins en moins le cas. Je dirais, de mon point de vue situé de l'extérieur un peu, que enseigner en français et rédiger parfois en français est quand même utile pour moi parce que ça m'oblige à me poser ces questions que je ne poserais peut-être pas en rédigeant en anglais parce que ça rend explicite ses choix et ses décisions. Donc sur le plan anthropologique, c'est fascinant, mais j'ai peut-être la voie facile en rédigeant surtout en anglais. Oui, évidemment, personnellement, j'essaie de rédiger de façon neutre ou épicène, mais évidemment, il y a une partie qui nous échappe au niveau de la recherche à partir du moment où c'est retourner une maison d'édition ou une revue savante. En principe, c'est la maison d'édition ou la revue qui va gagner sur le sujet. Si c'est une revue française, il faut être assuré que votre épicène et votre neutre va disparaître. Vous négocierez pas longtemps. Donc, c'est une réalité aussi. Il faut qu'au niveau scientifique, il y ait des changements, autant au niveau des maisons d'édition que des maisons de revues savantes. Pour ce qui est des travaux étudiants, moi, je le corrige systématiquement. Je leur dis, c'est neutre ou épicène, ou à tout faire, si c'est plus simple, point médian, mais j'en laisse passer aucune. Si c'est historien, il y a une historienne. Théologienne. Il n'y a rien qui passe. Je pense qu'ils me considèrent un peu tannant avec ça. Et je suis encore plus sévère si c'est des jeunes femmes en leur disant, quand même, les historiennes, ça existe, il faudrait peut-être le nommer de façon claire. Parfois, la mi-session, c'est plus difficile. À la fin de session, certaines ont compris la chose, d'autres, tant pis, ils perdent des points à ce moment-là. Ça a été souligné au début de la session. Oui, c'est ça. Moi, dans mon cas aussi, c'est ça. Là, j'en ai pas pour longtemps. Vu que j'ai travaillé surtout sur des mobilisations de féministes qui s'identifiaient comme femmes, ça a comme un peu réglé le problème pour ma maîtrise. Puis, pour ma thèse, vu que je travaille sur les travailleuses dans le secteur public, surtout qui sont à très, très forte majorité des femmes, j'ai décidé d'utiliser le féminin en disant que ça représentait la majorité des personnes qui étaient dans
dans ce secteur-là, parce que l'historiographie syndicale a surtout parlé des travailleurs du secteur public. Donc, je me dis, ben, on va inverser la tendance, puis ça va venir équilibrer les choses, peut-être. Ouais, je me demandais si vous considérez qu'il y a des objets d'histoire, par exemple, si on veut intégrer le genre avec d'autres concepts, parce que dans le fond, c'est ça qui est fascinant, c'est d'amener une dimension à des objets qu'on n'a jamais vus selon ça. Est-ce qu'il y a-t-il des objets d'histoire qui sont plus faciles à traiter du genre, mais en combinant le genre à d'autres concepts? C'est-à-dire, moi, j'ai souvent l'impression que, bon, je suis un peu néophyte là-dedans, mais l'histoire du genre, c'est très segmenté. C'est les relations interpersonnelles, c'est les femmes. Alors que je me dis, il est possible de faire du genre sans un peu les relations interpersonnelles, sans les rapports de pouvoir. Tu sais. Je ne sais pas si vous me suivez. Je me demandais, est-ce qu'il y a des objets d'histoire qui sont plus susceptibles justement de pouvoir pratiquer une combinaison de concepts dans lequel le genre se trouve, sans que ça soit forcément un rapport de pouvoir ou le genre qui est la ligne directrice d'une monographie, par exemple. Je ne sais pas si... ou non, je reformule, ou je vais retourner m'asseoir. Il me semble que c'est la question qu'on pose, en fait. C'est un petit peu ça qu'on disait. Oui, il y a le champ, il y a le domaine de l'histoire, mais après ça, on peut poser toutes sortes de questions où le genre va être pertinent, ou alors, au contraire, on va décider de l'évacuer de son domaine de questionnement. Je sais pas, moi, je suis pas très certaine d'avoir bien compris la question, en fait, mais là, vous parlez comme d'évacuer les rapports de pouvoir, mais c'est parce qu'au cœur même du concept de genre, il y a cette idée de rapport de pouvoir. Donc, non, c'est pas possible d'utiliser le concept de genre, en principe, en tout cas, il me semble, sans s'intéresser à la question des rapports de pouvoir, parce que c'est au cœur même du concept. Donc, c'était pas tant de refuser le rapport de pouvoir, c'était plutôt de faire, de l'utiliser comme un objet théorique, là, un objet neutre dans une monographie, et puis juste de dire, voilà, on va utiliser cette dimension-là de la réalité humaine, qui est des rapports de force, mais sans forcément que l'objet sur lequel on traite, ça soit un rapport de force. Donc, par exemple, Magda a donné un bon exemple, elle disait l'histoire de Montréal. Il y a moyen de faire l'histoire de Montréal avec par rapport des espaces genrés, tout ça. Donc, vous comprenez, la finalité, c'est de faire l'objet de Montréal, mais en utilisant le concept de genre un peu d'une autre façon. Puis la question était de savoir, c'est ça, parce qu'il y a des objets d'histoire qui sont des objets d'études qui sont plus susceptibles d'être étudiés de cette façon-là, qui sont plus faciles à travailler, je pense. Dans le concret, là, c'était un peu ça la question. Je ne sais pas, est-ce que tu as la chance de réfléchir là-dessus? C'est Maxime, c'est ça? Oui. Vous avez déjà suivi un cours avec moi, je pense, hein? Oui, OK. Excusez-moi, je vous reconnais. Moi non plus, je ne suis pas entièrement certaine de comprendre la question, mais il me semble que la question, c'est y a-t-il des objets qui se prêtent mieux à une analyse genrée que d'autres? C'est ça? OK. Bon, ma réponse courte serait tout se prête à une analyse genrée, mais si je posais la question autrement, en fait, si je reposais votre question, c'est peut-être pas la question que vous souhaitiez poser, mais est-ce qu'on peut, par exemple, faire une analyse genrée en l'absence de femmes? Okay? Posons-le comme ça. Un très bel exemple, puis il existe tout plein d'ouvrages qui ont tenté cette expérience intellectuelle. Un bel exemple, ce serait l'étude de la Grande Guerre, okay? L'étude de la masculinité pendant la Grande Guerre ou au sein de la Grande Guerre. Et donc, il y a 40 ans, peut-être qu'on aurait dit, mais la Grande Guerre, il n'y a pas de femmes sur les champs de bataille. Comment faire une histoire genrée de la Grande Guerre? Et donc, la réponse que l'histoire du genre, ou l'histoire avec le genre, ou utilisant le genre, apporterait à cette question, ce serait de dire, mais justement, prenons les champs de bataille en Flandre ou en France et examinons les caractéristiques, les qualités, le quotidien de ces soldats masculin, c'est-à-dire c'est quel genre de masculinité qui est valorisé sur les champs de bataille. Ces jeunes hommes et ces garçons arrivent à la guerre avec quoi comme bagage culturel? Est-ce que les attentes genrées des années 10 font en sorte qu'on s'attend à ce que ces hommes se comportent d'une certaine manière? Est-ce qu'ils sortent de la guerre
transformés et est-ce que leur sens de la masculinité est transformé, puis qu'est-ce qui arrive en France ou en Grande-Bretagne ou aux États-Unis ou au Canada en 1918 et 19, c'est-à-dire est-ce que les rapports de force genrés ou est-ce que les rapports sociaux de sexe ont été transformés par cette expérience de la guerre. Je ne suis pas certaine que je réponds précisément à votre question, mais il me semble que c'est une façon d'aborder le genre, même en l'absence de femmes. Je pense que l'autre façon, ça pourrait être aussi de se demander comment ces jeunes soldats, par exemple français, se font dépeindre l'ennemi allemand. Et il y a beaucoup de chances que l'ennemi allemand soit dépeint en des termes méprisants et féminins. Et là, il n'y a aucune femme, ni d'un côté ni de l'autre. On est dans des champs de bataille où il n'y a que des gars. Mais d'un côté comme de l'autre, parce que si on allait du côté allemand, le même scénario se reproduirait probablement en Allemagne aussi. Probablement qu'on représentait les soldats français comme étant des mauviettes, des lâches, des ceci, des cela, donc dans des qualificatifs qui sont généralement associés aux femmes. Et John Scott, elle avait fait une étude fort intéressante de la manière dont la classe ouvrière française était représentée au 19e siècle. Comment les patrons représentaient cette classe ouvrière et comment les syndicats la représentaient. Et dans l'image des patrons, ou dans l'image des réformistes sociaux surtout, la classe ouvrière, elle était vulnérable, elle était misérable, elle était faible, elle était en danger. Quand je vous dis tout ça, vous voyez le mot femme, 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 j'en suis certaine. Les syndicats, la classe ouvrière, elle était forte, elle était solidaire, elle allait vaincre. Alors, vous aviez deux instances, si on veut, qui étaient en train de décrire un même objet qui était la classe ouvrière française au 19e siècle, mais dans des termes complètement opposés, dans des termes typiquement genrés, féminins et masculins. Alors, voilà. Donc, dans cette classe ouvrière, il y a peut-être des femmes, là, mais en tout cas, dans les soldats, là, chez les soldats à l'étranger, il n'y en avait pas, ça on le sait. En tout cas, pas pendant la Première Guerre mondiale, mais on peut trouver du genre quand même aussi de cette façon-là. Oui, j'allais dire de la même manière que quand on s'intéresse, par exemple, au nationalisme, à l'idée même de nation, bien, tantôt on en fait des descriptions qui sont associées au féminin, tantôt au masculin. Stéphanie Lantier, par exemple, dans son mémoire de maîtrise, il y a plusieurs années de ça, avait étudié tout le discours nationaliste des années 60 en montrant comment, à travers les romans, notamment de la montée du mouvement nationaliste, donc à quel point ces romans-là étaient traversés par le genre, traversés par une vision où la nation était associée, dont il fallait se départir, le vieil idéal national dont il fallait se départir était féminin, puis avec une nouvelle vision de la nation qui, elle, était associée au masculin. Donc, a priori, alors ça, c'est un autre exemple où il n'y a pas, on n'est même pas dans les champs de bataille, là, on est dans une notion abstraite et pourtant, le masculin, le féminin sont très présents. Sur ces questions-là, un peu, il y a l'ouvrage National Manhood là, qui est paru il y a 1 an ou 2 à peu près, je pense, mais qui porte sur le Québec précisément, puis qui montre justement comment les Canadiens français, tu sais, il y a une perception comme quoi ils ont été émasculés par l'industrialisation, par la conquête britannique, puis après ça, c'est comment tous les discours autour de la masculinité se construisent à partir de ce sentiment-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions? En fait, oui, j'aurais une question pour tous les invités. Est-ce que vous observez, parce qu'on a beaucoup, on aurait pu nommer notre table ronde le genre en enseignement, parce qu'on a histoire et aussi théologie, on a donc des représentants de différentes disciplines, mais je me demandais, est-ce que vous avez observé, avec l'évolution du genre à l'intérieur donc de l'histoire et de la théologie, une évolution aussi à l'extérieur du milieu enseignement? Dans la conceptualisation du genre, de la sexualité, de l'histoire des femmes, largement. Est-ce que vous avez vu des évolutions dans les mentalités? Par exemple, ici, bon, on en a discuté brièvement tantôt avec la France, le Québec, mais aussi le Canada anglophone, les États-Unis. Est-ce que vous voyez largement des évolutions?
Des évolutions par... Excusez-moi, c'est moi qui n'ai pas compris cette fois-ci. Une transformation dans la conceptualisation du genre, mais à l'extérieur du milieu de l'enseignement, donc à l'extérieur des universités. Par exemple, plus largement dans les médias. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a aussi... dans les réseaux sociaux, on a YouTube, Facebook, Twitter, etc., qu'on est constamment en contact à travers notre cellulaire, bien sûr. Mais sinon, peut-être dans les médias un petit peu plus traditionnels, comme la télévision, la radio... qui finalement représentent quand même une large proportion de l'information qui est diffusée dans le monde, contrairement malheureusement à ce que nous, en tant que chercheurs, on peut publier, qui est généralement un peu moins lu que quand même les articles du Journal de Montréal, par exemple. Mais bref, ce que je veux en venir, c'est est-ce que vous avez vu donc des transformations à travers votre carrière, par exemple, de ces milieux, à l'extérieur de l'enseignement? Bien, il y a peut-être, puis mes collègues pourront compléter, là, mais il me semble qu'il y a deux... on peut répondre de deux façons à la question que vous posez, selon la manière dont on la comprend. D'abord, sur la notion même de genre. Je l'ai évoqué tout à l'heure en début de présentation, la façon dont cette notion-là, elle est répercutée dans les médias de manière parfois un peu simpliste, parfois un peu mal comprise, parfois un peu mieux. Donc, je pense qu'il y a toute une diversité, mais en tout cas, si on parle d'évolution, une chose qui me frappe, moi, c'est que le mot maintenant, même s'il est parfois très mal utilisé, il est courant, ce qui n'était pas le cas il y a 20, 25 ou 30 ans. Donc ça, c'est probablement un premier élément de réponse, puis une première évolution aussi. Par rapport au genre comme tel, je pense que les discours médiatiques, on faisait référence aux médias sociaux, mais aux médias en général aussi, on vit dans une société où il y a une plus grande acceptation, je pense, de la diversité de genre, la diversité de sexe et de genre. Donc ça, je pense aussi que c'est une évolution assez récente. Malgré quelques raidissements parfois, mais une évolution quand même que moi, je signalerais. Je ne sais pas si tu veux ajouter. Non, mais ce que j'ai l'impression de remarquer, c'est souvent... une utilisation un peu fautive, en fait, du terme de genre. Puis il y a la fameuse, en anglais, on va parler, par exemple, de gender gap, pour parler de la différence, de la manière dont les hommes et les femmes votent différemment. Mais souvent, on veut juste dire, finalement, une différence de sexe. C'est pas... la question du genre n'est pas... C'est ça, je pense que souvent, c'est mal compris. Même dans le sens premier, là, post-structuraliste du genre, même dans ce sens-là, de construction sociale, je ne suis pas sûre, moi, que quand j'entends ça, le beau genre dans les médias, je ne suis pas sûre qu'on est conscient que c'est ça que ça veut dire, en fait. En tout cas, au moins, minimalement, c'est ça que ça veut dire. On parle de construction sociale, je ne suis pas sûre de ça. Puis ce que j'ai vu de plus ahurissant, là, dans ma vie, vraiment, c'est l'opposition au genre dans les manuels scolaires en France. Ça, moi, ça m'avait... On est contre le genre. J'ai assisté à des émissions de télé, là, j'étais là-bas à l'époque des grosses manifs, là, des émissions de télé où des femmes et des hommes de dire « je suis contre le genre ». C'est parce que t'es contre la pluie qui tombe ou quoi, là? Mais ça montre, je pense, le fait de prendre une position comme ça, comme si on pouvait être pour ou contre le genre, je pense que ça montre bien à quel point le concept est très mal compris, finalement. Oui, peut-être qu'il est trop bien. Dans les groupes conservateurs, c'est probablement qu'il est trop bien. c'est ça. Écoute, pour les fins de l'exercice, je vais être moins pessimiste que Denise. La question est très large, hein, et donc je ne suis pas certaine de pouvoir y répondre de manière satisfaisante. Je dirais que ce que je vois quand même dans les médias au Québec et au Canada, c'est une conscience assez généralisée, je pense, du fait que, bon, si par genre on entend un système de différenciation socialement construite et historiquement construite aussi, mais je pense qu'il y a conscience dans les médias, dans d'autres cercles associatifs, dans les syndicats, par exemple, dans les écoles publiques, c'est-à-dire dans les écoles primaires et les écoles secondaires, que l'essentialisme n'est plus de mise, que le genre est effectivement, ou les façons dont même si on réduit
réduit à la question de l'identité et la manière dont on se présente, dont les gens se conçoivent, que tout ça évolue dans le temps, a évolué dans le temps, et que tout ça est construit socialement et culturellement, mais ça, je pense que ça existe ailleurs qu'à l'université, y compris dans les manuels scolaires au Québec et au Canada, du moins. Et tu sais, même en France, le fait que les gens s'opposent au genre, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, tu sais, c'est-à-dire que... Alors, je vais... Pour cette fois-ci, je vais opter pour l'optimisme et dire non, je pense qu'il y a une conscience du potentiel du genre au-delà de l'université. Potentiel qui varie, bien sûr, selon l'endroit et le lieu et l'acteur, mais bon. Ouais, moi aussi, je vais essayer d'être optimiste. Mais évidemment, je vais parler pour ce que je connais. Évidemment, souvent dans les médias, ce qu'on représente, c'est la religion dans sa perspective intégriste ou conservatrice. C'est à peu près tout ce qu'on entend. Donc, qui est contre le droit des femmes, des LGBTQ, etc., etc. C'est ce que vous lisez, même dans le Devoir. C'est intéressant, ça, mais ça n'existe pas en soi, la religion, pour moi. C'est ce que j'essaie de dire. Il y a des religions. Et dans ces religions-là, il y a des courants religieux. Il y a des courants intégristes, conservateurs et libéraux, et on ne parle jamais des courants libéraux. Et pour moi, la grande révolution féministe et de genre, c'est justement l'émergence de ces courants-là, qui sont encore marginales, mais qui deviennent de plus en plus présents et de plus en plus capables d'avoir une critique des groupes intégristes et conservateurs. Maintenant, on a des femmes rabbins, des femmes imams, des femmes pasteurs, des femmes gourous. On a aussi la communauté LGBTQ qui est intégrée dans plusieurs courants. Un rabbin queer, ça existe. Une femme, une lesbienne pasteur, on a ça aussi. Donc, au gourou. Donc, il y a vraiment, c'est pour moi le lieu d'optimisme parce que ça permet de contrer justement les intégristes ou les courants conservateurs. Et ces gens-là, habituellement, n'ont pas de résonance publique ou de reconnaissance publique. On n'en parle à peu près jamais. Pourtant, ces gens-là transforment de façon radicale les institutions religieuses de l'intérieur. Hein, c'est un combat, c'est Goliath contre David, mais c'est ce qui est en train de se produire aussi. Où ça va aller, c'est une question, mais maintenant, c'est quelque chose qui existe, qui est présent et qui est en développement aussi. On retourne le micro. Au centre, tiens. Au centre. Je vais quand même l'arrêter parce que si justement il y a des gens qui disent je suis contre le genre ou on est contre le genre, c'est parce que ils perçoivent peut-être de manière intuitive, c'est peut-être pas toujours une analyse très profonde, mais qu'il y a quelque chose encore de subversif, en tout cas de dérangeant dans le concept. Mais c'est comme certains intellectuels qui disent qu'on ne devrait pas utiliser le concept de race parce que les races, ça n'existe pas chez les êtres humains, mais à partir du moment où on utilise des concepts pour nommer des rapports de pouvoir, ça nous force à les reconnaître puis à les adresser ensuite, puis c'est peut-être ça, au fond, la résistance. Mais c'est très intéressant comme question parce que j'écoutais Nathalie Petrovski à Radio-Canada ce matin et elle parlait en fait de l'inclusion des personnes trans dans les productions culturelles. Mais pour revenir un peu à ce que Johanska disait, on a encore cette idée-là que un corps est par essence féminin ou masculin, puis qu'ensuite, une personne trans serait une personne dans le mauvais corps, souffrirait de dysphorie du genre, ou que une femme trans, par exemple, serait née homme. Mais en fait, je pense que la déconstruction doit aller encore plus loin. Donc, les gens comprennent qu'il y a diverses identités de genre, mais encore une fois, tu sais, d'assigner un corps à un genre, puis à toute une identité, tout un... Je sais pas comment dire, mais un historique aussi, c'est ça qui doit être défait peut-être aujourd'hui. Alors, on aurait le temps pour une dernière question, si quelqu'un veut venir au micro. Allô, merci, premièrement. Je me demandais, dans le fond, on dirait ce qu'on voudra, mais ça suscite encore des résistances quand on utilise des approches de genre, surtout quand on est comme des jeunes chercheuses qui n'ont peut-être pas encore de légitimité. J'ai des histoires d'horreur de collègues qui se sont fait ramasser dans des revues, qui manquent d'objectivité et tout. Je me demandais comment on peut
s'accrocher à la dimension critique de ce concept-là, alors qu'on est dans une institution qui vraiment nous pousse à effacer tout ce qui est militant, puis à avoir une vision apolitique, surtout dans notre discipline. Comment vous jonglez avec ça? Peut-être qu'on ne l'a pas vécu comme ça. Oui. Non? Mais je trouve la question très, très intéressante et en fait, c'est intéressant parce que la plupart du temps, je considère que le combat du genre a été gagné, dans le sens où le concept est maintenant... C'est vous qui avez posé la question, c'est ça? Que le concept est maintenant... C'est non seulement l'histoire des femmes est un champ ou un sous-champ de la discipline historique reconnu depuis maintenant 50 ans, mais le genre comme concept, il me semble, a fait ses preuves et ça fait maintenant 30 ans, en fait, qu'on en parle, du moins dans les sociétés anglo-américaines. On a parlé des différences nationales tantôt. Donc, est-ce que, si je reprends ce que Christine vient de dire, peut-être qu'on ne l'a pas vécu comme ça. Moi, j'ai eu le privilège, justement, d'arriver après les grands combats faits par les pionnières, en fait, en histoire des femmes. Et donc, j'ai fait mon bac à la fin des années 80, quand il existait déjà des cours dans le domaine. J'ai pu faire des séminaires de maîtrise dans le domaine et éventuellement de doc aussi. Alors, j'ai toujours eu l'impression que je travaillais dans un domaine où il restait beaucoup à faire. Et c'était justement ça la richesse de ce domaine-là, mais où je n'avais pas forcément à démontrer que c'était un domaine qui valait la peine, c'est-à-dire des sujets de recherche qui valaient la peine. Ce qui n'était pas du tout le cas de la génération avant moi. Et même, tu sais, j'ai parlé de mon bac et mes études supérieures, mais quand j'ai été engagée à l'UQAM en 2001, je suis entrée en fonction en 2002, je suis arrivée dans un département où des cours en histoire des femmes se donnaient depuis déjà 30 ans, où je remplaçais une historienne des femmes au Québec, où il y avait 3 autres historiennes des femmes, dont Isabelle, qui est ici avec nous. Et donc, c'est ça, je dirais que personnellement, j'ai toujours eu l'impression que je suis, pour une fois, et ça, en tant que membre de la génération X, je dois dire, pour une fois, j'arrivais au bon moment et que je n'avais pas nécessairement à mener ces combats qui avaient déjà été menés. Après, est-ce que nos travaux ont été pris au sérieux par tous les collègues? Mais ça, c'est une autre question, puis il faudrait voir. Mais je me suis toujours sentie en bonne compagnie, c'est-à-dire à la fois à l'UQAM, mais aussi à l'extérieur. Dans la communauté. Et c'est là, je dirais que c'est extrêmement important de se créer une communauté. Et en histoire des femmes et en histoire du genre, au Québec et au Canada, il existe beaucoup de collègues qui travaillent dans le même champ, qui ont les mêmes préoccupations. Et ça, c'est ultra important parce que ça nous permet effectivement de sortir de nos départements ou d'aller au-delà de nos départements pour trouver des gens qui partagent nos ambitions, qui partagent nos préoccupations. Donc, je réponds très indirectement à votre question, mais c'est pour dire que j'ai l'impression, en tout cas, que les gens de ma génération, moi j'ai presque 50 ans, et les gens qui sont plus jeunes que moi ont moins de combats à mener que les générations précédentes. Je dirais que même moi, qui est une baby boomer, donc je suis plus vieille que Magda, j'ai pas eu à mener le combat, vraiment. C'est-à-dire que moi, j'étais à l'Université de Montréal, c'est une université qui est plus traditionnelle, plus conservatrice, peut-être moins accueillante, mais quand même... il y avait une conscience que il fallait que ce cours-là en histoire des femmes se donne. Et donc, quand Bettina Bradbury est partie, qui était là avant moi, il n'était pas question qu'on n'embauche pas une autre personne en histoire des femmes. Je veux dire, c'était... Alors que là, je suis partie, et c'est très possible qu'on n'embauche personne en histoire des femmes. En fait, je pense qu'on va embaucher personne en histoire des femmes. Donc, moi, j'ai pas mené le combat. C'est plutôt la génération de Michel Dumont ou d'André Lévesque ou de Nadia Heed qui était ici. C'est elles, en fait, les pionnières, avec Susan Mann, avec d'autres, mais ce sont elles qui l'ont mené le combat. Mais assez rapidement, les universités se sont ouvertes
ils ont ouvert la porte, je dirais peut-être plus ou moins largement. C'est sûr qu'à l'UQAM, il y avait quand même une plus grande ouverture, je dirais, qu'à l'UDM. À l'UDM, ça ne s'est pas toujours bien passé avec les collègues, enfin, avec certains collègues, ça, je dois le dire aussi. Mais, bon, en même temps, disons, les obstacles que j'ai pu rencontrer, j'ai pas eu le sentiment que ça a été... que ça a entravé ma carrière personnellement. C'est-à-dire, j'ai toujours donné mes cours, j'ai eu mes étudiants, j'ai publié sans ressentir une espèce d'entrave, finalement, là-dedans. Et comme disait Magda, je pense que l'important, c'était aussi la communauté des historiennes au Canada. Le Comité canadien d'histoire des femmes a été fondé en 1975 ou 1976, donc il est là depuis très longtemps, il est toujours là, et ça a été un lieu, effectivement, d'accueil très important. Je pense que quand on fait une carrière dans le cadre de l'université, l'avantage qu'on a, le précieux avantage qu'on a, c'est effectivement de pouvoir travailler au-delà de l'institution. C'est-à-dire que même quand l'institution se montre, tu vois, même quand ils veulent ou quand ils cherchent à nous donner les bâtons dans les roues, on a quand même une très large latitude comme professeur d'université. On fait des choix, on fait énormément de choix. On a des comptes à rendre, oui, mais ça demeure quand même à un niveau assez large. Donc, on est vraiment des privilégiés de ce point de vue-là. Et je pense que ça fait aussi en sorte qu'on peut sentir, on peut moins sentir les obstacles. Oui, puis peut-être une chose que j'ajoutais, tu parlais des pionnières tout à l'heure. Certaines d'entre elles, entre autres Micheline Dumont, ont eu une sphère d'influence qui est allée bien au-delà du cercle scientifique comme tel pour Micheline. Puis ça, je pense que c'est un des avantages de l'histoire par rapport à d'autres disciplines, c'est que si on souhaite, parce que c'est pas une obligation non plus, mais si on souhaite justement avoir une influence sociale, puis faire un travail, dans le cas de Micheline, c'était vraiment d'éveiller les consciences féminines et féministes aussi, la place est là pour le faire. Contrairement à d'autres disciplines scientifiques, l'histoire se vulgarise très bien et il y a un intérêt public aussi pour l'histoire. Fait que, ça veut pas, ces femmes-là ont certainement, plusieurs en ont témoigné, elles ont eu des difficultés des fois à ouvrir les barrières, mais en même temps, elles ont connu une réceptivité à leurs paroles à une époque où justement le Québec était en pleine ébullition puis vivait sa révolution féministe. Ce que je comprenais, c'est que tu parlais aussi de toi comme étudiante qui rencontrait des résistances. Donc, c'est intéressant. Évidemment, dans mon domaine, c'est systématique. J'ai toujours des problèmes avec le séminaire de méthodologie, séminaire de projet de mémoire, projet de thèse. Je dois monter au front à chaque fois, à chaque projet. Il faut que je monte voir les deux responsables du séminaire pour défendre l'approche, même si c'est Butler comme cadre théorique, il va avoir des problèmes. Théologie queer, théologie de genre, théologie féministe, c'est à chaque fois. Je leur dis d'évoluer, mais c'est assez lent, même pour les nouvelles générations. Pour ce qui est dans le domaine, il va y avoir eu à l'université ce qu'on appelle des théologiennes professeurs 2 générations. C'est terminé, là. Celles qui quittent ne sont pas remplacées. On peut parler d'Olivette Genet, Marie Graton, Louise Melançon, Denise Couture qui vient de partir. Donc, il n'y a pas de renouvellement à ce niveau-là. Donc, elles sont, à mon avis, pour l'instant, elles sont ce qu'on appelle les oubliés de l'histoire des femmes, puis même des histoires de l'histoire de l'université, parce qu'il y a un spécifique là assez intéressant au niveau historique des femmes qui ont choisi contribuer au mouvement féministe, à l'avancée de l'égalité femmes-hommes, mais de l'intérieur des traditions religieuses, en les déconstruisant. Il y a une particularité historique qui est intéressante à analyser et qu'il va falloir analyser aussi. Pour ce qui est de moi j'ai compris ça assez rapidement, comme je n'ai pas été embauché pour faire théologie féministe. Je me suis coltaillé rapidement à des publications refusées, parce qu'en principe, quand j'étais embauché, les revues, c'était des revues qui appartenaient à des communautés religieuses. Donc, aller publier chez Dominicain, où tu es en train de critiquer le système patriarcal du Vatican, c'est pas intéressant pour eux autres. Donc, ce qui explique souvent
que j'ai pas tant de publications que ça non plus au niveau des articles. Mais j'ai rapidement pris un virage en me disant, ben si on veut être intéressant puis pertinent, il faut être dans les grands lieux d'études féministes. Donc, j'ai plutôt participé au colloque international en études féministes en essayant de trouver un angle spécifique au colloque ou aux questions. C'est comme ça que j'ai travaillé, en sachant que ça ne donne rien d'aller à un colloque en théologie. Ça n'intéressera pas. Et souvent, même, au début, j'étais membre de l'Organisation canadienne de théologie, mais les premiers débats, c'est qu'on ne voulait pas faire un colloque ou un collectif spécifiquement sur les théologies féministes. Après ça, on s'est battu pour avoir un colloque sur les genres. Ça a pris 10 ans. Bon, tu dis, ben, je vais faire d'autres choses, là. Je vais aller ailleurs, finalement, réfléchir. Donc, nous arrivons maintenant à la fin du temps pour l'allocation de la salle. Donc, on va devoir arrêter la discussion. On va devoir arrêter la discussion ici. Je voulais donc remercier tous nos invités qui ont participé aujourd'hui. Donc, Denise Baillargeon, Magda Farny, Christine Hudon et Patrick Snyder. Et notre animatrice, Camille Robert. Et l'assistance pour avoir duré jusqu'à 9 heures. Merci beaucoup.